Bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Les FARDC ont essuyé des pertes au front. 2 militaires sont morts, victimes des obus des canons tirés par le M23 autour de Bougoussa à Rutshuru ce lundi. En réaction, l'armée pilonne depuis les petites heures. Aujourd'hui, les positions des terroristes, des précisions dans cette édition d'information depuis Goma. Un nouveau groupe armé quitte la forêt et adhère au processus de paix. FPIC Chinia Kilima, ce groupe s'engage à livrer les éléments réfractaires dans ses rangs et fournir les renseignements à l'armée loyaliste. Avec d'autres mouvements, ils ont signé un pacte de paix. Sauf changement, le couple royal belge arrive demain à Kinshasa, plusieurs fois reporté. Cette visite permet de faire de la lumière sur la coopération avec l'ex-colonie. Dans ce journal, le portrait du roi Philippe et la carte postale du royaume de Belgique. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. C'est clair, le Rwanda soutient le M23 à Oyo hier dimanche. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, l'a mentionné et d'ajouter que la RDC n'est pas un État faible. Félix-Antoine Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec le président Denis Sassou Nguesso. Pierre Kibambesomo, Issa, reportage. Deuxième journée et la fin de la visite de travail du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce dimanche 5 juin 2022 à Oyo, en République du Congo, dans le département de la Cuvette, à plus de 400 km de Brazzaville, la capitale. C'est une visite qui a été marquée par des entretiens en tête-à-tête du chef de l'État avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Cette rencontre intervient sur le plan bilatéral dans un contexte de raffermissement de bonnes relations d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, et sur le plan sous-régional, dans un climat de discorde causé par le différend qui oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda, soutenant le M23 qui attaque le pays dans la partie est du territoire national. Au cours du point de presse animé à l'aéroport, à l'issue de leurs entretiens, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré sa bonne foi, sa volonté et sa détermination d'engager la RDC sur la voie de la paix avec tous ses pays voisins pour la stabilité et le développement de la sous-région. Hélas, cette paix recherchée depuis son avènement à la magistrature suprême n'est pas à considérer comme un signe de faiblesse, a renchéri le chef de l'État. Dès mon accession au pouvoir, j'ai voulu envoyer un message très clair à tous les pays frères voisins, un message de paix, un message de solidarité pour que nous puissions ensemble nous liguer pour faire face aux difficultés du moment dans le monde et dans nos pays et tourner ceux-ci, nos pays, vers le développement plutôt que vivre les tensions du passé. Et j'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait qu'en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. Le président Denis Sassou Nguesso a vivement salué la visite
de son homologue de la RDC à Oyo, il a lancé un message de paix sans laquelle l'Afrique ne saura relever les multiples défis auxquels elle est confrontée. Aujourd'hui, l'Afrique a de nombreux défis à relever. Crise sanitaire, économique, financière, et même les défis de l'alimentation de nos populations. Et nous ne voyons pas comment nous pouvons relever ces défis en Afrique s'il n'y a pas un climat de paix et de coopération en Afrique. Et on n'a pas besoin de faire un dessin pour cela. Et voilà pourquoi je salue la visite ici à Oyo de mon frère, le président Tshisekedi Tshilombo. Et je pense que nous avons eu des entretiens fructueux. Avant même d'être ici, nous avons évoqué ces questions à Malabo, en marge du sommet extraordinaire de l'Union africaine. J'ai discuté ces questions avec le président d'exercice de l'Union africaine, à Malabo. J'ai discuté de ces questions, l'action entre la RDC et le Rwanda avec le président Joao Lourenço, qui est président d'exercice dans CIRGL. Et ensemble, nous avons pensé que tout devrait être mis en œuvre pour ramener la paix. Au terme de fructueux entretiens, signe de l'excellence des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, des entretiens qui ont été aussi axés sur la tension entre la RDC et le Rwanda, les deux chefs d'État se sont séparés à l'aéroport de Lombo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a repris place à bord du Airbus des Congo Airways pour son retour à Kinshasa. Autre chose avant de retrouver les nouvelles du Nord Kivu, la frite belge, les gaufres bruxellois, il y a toute une place baptisée au nom du héros national congolais Patrice Emery Lumumba en Belgique. Bruxelles, capitale de l'Europe, je vous propose de suivre cette carte postale commentée par Cédric Keninambo. Le Royaume de Belgique, pays de l'Europe de l'Ouest qui partage une longue histoire avec la République démocratique du Congo. L'ancienne métropole est réputée pour ses villes médiévales, mais aussi et surtout le fait qu'elle abrite les sièges de l'Union européenne et de l'OTAN. Petit pays par sa taille, une superficie de 30 688 km², la Belgique est particulièrement bien située en Europe du Nord-Ouest. Son territoire est en contact au nord avec les Pays-Bas, à l'est l'Allemagne et les grands-duchés de Luxembourg, et au sud et à l'ouest la France, sans oublier la frontière maritime avec la mer du Nord. Les pays comprend des régions distinctes, notamment la Flandre néerlandophone au nord, la Wallonie francophone au sud et une communauté germanophone à l'est. Bruxelles, la capitale, bilingue, compte près d'1 211 000 habitants. La Belgique, évidemment, est une monarchie constitutionnelle et parlementaire. Du point de vue coopération, ces pays placent la coopération et le développement au cœur de sa diplomatie. En ce qui concerne les habitudes gastronomiques, ce pays est connu principalement pour ses chocolats, les gaufres, les frites, mais aussi la bonne bière. Au-delà de tout, la Belgique c'est aussi le visage d'un homme qui a écrit l'histoire du monde, le roi Léopold II, et actuellement, le monarque attendu à Kinshasa, c'est le roi Philippe. Le parcours de l'actuel roi des Belges, sa formation dans l'armée, les études faites jusqu'à son accession au trône après son père, Edith Chala Katala revient sur les grands moments de cet ancien paracommando.
Philippe de Belgique, de son vrai nom, Léopold Louis-Marie de Belgique, est né 76 jours avant l'indépendance de la République démocratique du Congo, soit le 15 avril 1960. Septième roi des Belges, il est le fils du roi Albert II et de la reine Paolo di Calabria. Son prénom rend hommage à son trisaïeul, Philippe de Belgique, comte de Flandre, frère du roi Léopold II. Le prince Philippe effectue en français ses études primaires et 3 premières années secondaires au collège Saint-Michel de Terbeek. Il est ensuite interne pour ses 3 dernières années d'humanité en néerlandais à l'abbaye de Zevenkerken à Saint-André à Bruges. De 1978 à 1981, le prince Philippe suit des cours à l'école royale militaire de Bruxelles avec la 118e promotion, toutes armes. Nommé sous-lieutenant en 1980, le prince reçoit des ailes de pilote de chasse des mains du roi Baudouin le 9 juillet 1982. Après la force aérienne, il a rejoint la force terrestre à l'école du régiment paracommando. Après sa formation militaire, le prince Philippe a poursuivi ses études à partir de septembre 1983 à la Graduate School de l'université Stanford en Californie. Le 16 juin 1985, il obtient le diplôme de Master of Arts en sciences politiques. En 1992, le prince s'entoure de ses propres conseillers, en plus de ceux de son père et de son oncle. À la suite du décès du roi Baudouin le 13 juillet 1993 et l'accession au trône de son père le 9 août suivant, Philippe devient le prince héritier et reçoit le titre de duc de Brabant et succède à son père à la tête de la présidence d'honneur de l'Office belge du commerce extérieur. Comme le veut la tradition belge, le prince héritier prête serment le 21 juin 1994 comme sénateur de droit. D'octobre 1993 à mai 1997, le prince Philippe assume la présidence du Conseil national du développement durable. En 1998, il a lancé le fonds Prince Philippe, qui a pour mission de contribuer à entretenir le dialogue permanent entre les 3 communautés de Belgique. Le 4 décembre 1999, le prince Philippe se marie à Mathilde du Decken d'Akouz. Le couple a 4 enfants, Elisabeth, Gabriel, Emmanuel et Éléonore. En 2002, le prince Philippe a dirigé avec le premier ministre Guy Verhofstadt la délégation belge au sommet des Nations Unies sur le développement durable à Johannesburg en Afrique du Sud. Le prince Philippe est passionné de l'astronomie, des sciences et de la philosophie. Le prince devient roi des Belges le 21 juillet 2013 à midi, suite à l'abdication de son père, le roi Albert II. Revenons au pays, identification de la population, enrôlement des électeurs au menu d'une séance de travail autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Aujourd'hui, le chef du gouvernement a réuni tous les services concernés. Il a été annoncé pour la semaine prochaine la validation d'un cahier de charges. Détail Pati Tondango Kizonda. Il a été question de faire le point sur l'évolution de la mutualisation des opérations de recensement, d'identification de la population et de l'enrôlement des électeurs. Le Premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, a réuni ce 6 juin 2022 à l'immeuble du gouvernement les responsables de l'Institut national de la statistique, de la Commission électorale nationale indépendante, de l'Office national d'identification de la population, ainsi que quelques ministères impliqués directement dans ces programmes pour le suivi. Déjà la semaine prochaine, le processus de validation du cahier des charges qui va donner l'impulsion à d'autres étapes va débuter, a mentionné le ministre du numérique, Eberhard Kolongele. On avance avec ces cahiers des charges. Le comité technique va commencer la semaine prochaine et donc ce comité technique devra valider ces cahiers des charges et à partir de là, toutes les autres étapes vont se dérouler très rapidement. Toutes les autres administrations qui jusque-là collectent des données biométriques des gens doivent le faire sur la base d'un cahier des charges unique qui correspond à des mêmes règles qui permettront en sorte que lorsque ces données vont être récoltées, elles puissent être utilisées facilement, n'est-ce pas, par les autres administrations, parce que les règles de stockage, les règles des transferts, des transmissions vont être des règles connues de tout le monde. Le gouvernement est dans une démarche cohérente. Ça veut signifier que, à la base, nous avons des données de nos concitoyens qui vont être, n'est-ce pas, récoltées. Et ces données vont être utilisées à différents niveaux, par différents services de l'État. Cette mutualisation permet de gagner en temps et d'économiser les moyens.
Comme annoncé depuis les petites heures aujourd'hui matin, l'armée pilonne les positions du mouvement terroriste M23. Les FARDC repliquent aux obus des canons tirés par l'ennemi et qui sont tombés sur le territoire de Rutshuru. On écoute le porte-parole du gouverneur militaire Constant Ndima. L'armée a perdu 2 de ses éléments. De ce lundi 6 juin 2022, des obus de canons tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FARDC de Bougussa, au groupement Djomba, en territoire de Rutshuru. Le bilan du côté FARDC est de 2 militaires tués et de 5 blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion de Goma des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrée à la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Et en Ituri, les rebelles déposent les armes pour donner la chance à la paix. Le groupe armé FPIC prend l'engagement de dénoncer tout élément réfractaire à ce processus. Tout élément suspect sera arrêté et livré à l'armée. Joseph Oscar Mbalkaïj. C'est un tournant décisif vers la sécurisation de la province de l'Ituri. Les éléments des groupes armés FPIC, Chinia Kilima et pour très bientôt, ceux de la milice Codeco viennent de signer un acte d'engagement pour le retour de la paix dans cette partie de la République. Ils viennent ainsi de répondre à l'appel du gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama. Les groupes FPIC s'engagent donc à poursuivre et à livrer aux forces de sécurité tout élément des groupes armés réfractaires à ces processus. Ça tout à fait suivi partout. Nous ferons nous-mêmes les suivis en cas d'attaque contre la population. Nous ferons tout pour les arrêter et les livrer aux FARDC. Ça, ce sont des signaux forts qui prouvent à suffisance que nous sommes venus travailler. Et je pense que la population va témoigner. Changement de stratégie et d'approche, le lieutenant-général Johnny Luboyankashama fait aujourd'hui usage de la carotte et du bâton, c'est-à-dire dialogue pour le retour de la paix et aussi la traque de miliciens et ADF, ceux qui endeuillent la population. Du soutien pour les militaires au front, la 51e communauté évangélique de Lubangi-Mongala implore la grâce de Dieu sur l'armée. Cette communauté recommande au chef de l'État de poursuivre les efforts pour que la paix revienne totalement. Une délégation de cette église l'a dit au 2e vice-président du Sénat, Sangou Mamosa et Robert Ndaïchi-Sensé. L'appel à la mobilisation générale lancé par les commandants suprêmes des forces armées de la République et de la police nationale congolaise pour la défense de la patrie en danger a trouvé un écho favorable auprès des fidèles de la 51e communauté évangélique de Lubangi-Mongala. Ce lundi 6 juin 2022, le conseil d'administration de la communauté a transmis au 2e vice-président du Sénat, honorable Sangoumate Mongonde Mossai, le message de soutien aux forces armées de la République attaquées pour la 1e fois par les récidivistes du mouvement M23 soutenu par le Rwanda. C'est aussi une occasion pour nous d'apporter notre soutien au président de la République, Félix Tshisekedi, qu'il tienne fort pour que l'intégrité de notre territoire soit maintenue.
Pour le deuxième vice-président du Sénat, honorable Sangomatin Ongonde Moussaï, il est temps que les atrocités à répétition s'arrêtent. Sans la paix, il n'y a pas de développement, d'où les soutiens inconditionnels au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à en finir une fois pour toutes avec cette agression barbare. Nous aimons la paix, nous aimons rester chez nous et nous devons aussi avoir notre dignité comme hommes sur cette terre ici. Vous êtes homme de Dieu, comment est-ce que vous pouvez prêcher l'évangile? S'il n'y a pas la sécurité, s'il n'y a pas la paix, je pense que rien ne peut avancer. Nous disons vraiment nos braves soldats qui sont là, ils doivent combattre jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas nés simplement pour mourir comme des mouches. Nous devons nécessairement aussi avoir du temps à respirer et jouer de vie comme Dieu nous a donné. Pour le président de la 51e communauté évangélique de Lubangi Mongala, la forte délégation qu'elle conduit auprès du deuxième vice-président du Sénat est heureuse de voir un ancien président de la communauté pendant 10 ans être élevé en dignité. Pendant que les commandos sont à la ligne de front, certains habitants de Kinshasa se sont retirés en la cathédrale protestante du Congo pour prier en leur faveur. C'est sur initiative de Adel Kaïnda, membre du gouvernement. Elle a été jointe par plusieurs autres personnalités dans cette démarche. Angèle Madiala-Landou et Litumba. C'était une salle pleine comme un œuf qui a accueilli les Kinoises et Kinois venus nombreux pour plaider la faveur divine sur les FARDC, ceux qui ont juré de protéger leurs compatriotes et de servir la patrie. Ils méritent donc les intentions des prières et des cantiques. Pour l'officiant du jour, la révérende Anne Posi Masela, les Congolais doivent veiller jour et nuit pour que l'armée céleste accompagne nos vaillants hommes en uniforme offrant. Puis vint le moment tant attendu, l'intercession conduite par la princesse Adel Kaïnda Maïna. Elle a reposé le thème de l'intercession sur Esdras 10.4. Lève-toi car cette affaire te concerne. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, c'est là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il prie. Il tombe. Nous tenons ferme et restons debout. Les participants se sont levés, ils ont prié debout, à genoux, les femmes ont même pleuré pour que la main de l'Éternel agisse. La marche avec le drapeau n'était pas en reste, symbole de la victoire sur le mal. 6 juin 2022. Une date qui restera marquée dans les annales de l'histoire avec cette prière en faveur de nos forces armées de la République démocratique du Congo, prière initiée par la princesse Adel Kaïnda Maïna, servante de l'Éternel. Des chants, des actions de grâce, des intercessions en faveur de nos FARDC qui vont bouger le ciel. Et le Créateur du ciel et de la terre ne va pas tarder à répondre à ces prières intenses. De la cathédrale protestante du Congo, Eli Tumba, Angèle Madiala-Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. La colère des femmes contre l'agression rwandaise. Elles sont membres du Parti social et démocratie pour le peuple SDP. Elles se sont exprimées hier dans une déclaration. Eric Kabamba Kongolo, Henri Alimassi. La mobilisation est loin de faiblir pour soutenir le vaillant militaire au front. Politiciens, religieux, membres de la société civile, bref, toute la population congolaise continue d'élever la voix pour dire non à cette énième attaque rwandaise sur les sols congolais. La dernière en date, c'est celle de femmes du Parti social et démocratie pour le peuple qui sont montées au créneau pour condamner toutes ces attaques et appellent à des sanctions sévères contre ceux-là qui sèment la terreur dans la partie est de la RDC. Les partis politiques social et démocratie pour le peuple, avec sa Ligue de femmes, ont suivi avec déception des dernières déclarations du regroupement FCC Kabila, pointant sans honte la responsabilité du régime du président Tshisekedi dans la crise avec le M23. Chose que le SDP et ses membres rejettent totalement. Le SDP comprend que le FCC veut se cacher derrière la situation de M23 dont eux-mêmes connaissent l'origine pour se faire une image politique saine vis-à-vis de la population. Le SDP soutient les forces armées de la République
et son commandant suprême, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et met en garde le FCC pour tout comportement qui vise à salir la personnalité de leur candidat Félix-Antoine Tshisekedi. Bien avant ces soutiens, ces femmes venues des différents districts de la ville de Kinshasa ont été sensibilisées autour du thème « Les IST facteurs des déséquilibres au sein d'un couple ». L'orateur du jour, Kankou Jean-Claude, a démontré tous les signes cliniques de ces infections et appelé ces mamans à une meilleure hygiène pour les éviter car elles peuvent causer la stérilité chez une femme. Le gouvernement Sama tient à investir dans le capital humain à Genève, au siège de l'OIT. Claudine Doucy, ministre de l'Emploi, a dénoncé l'insécurité créée par les groupes armés à la base des déplacements des travailleurs en RDC et à la perte de beaucoup d'emplois. On écoute la ministre au micro de Josette Kaya. Le message de la République démocratique du Congo était essentiellement centré sur le travail décent. Puisque comme vous le savez, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le gouvernement Sama Lukonde, nous avons mis au centre l'homme. Et l'homme est au centre du développement. Et donc l'homme, c'est le facteur majeur sur lequel il faudra prêter l'attention. Et donc sans l'homme, il n'y a pas de développement économique. Et c'est ainsi que, parlant du travail décent, dans son aspect prévoyance sociale, nous avons insisté sur la couverture santé universelle que venait de décréter les chefs de l'État. Nous avons insisté sur le programme Pays Travail Décent signé par le gouvernement de la République démocratique du Congo avec tous les membres pour avoir un programme effectivement avec l'OIT pour une toute première fois dans notre pays. Nous avons également insisté surtout sur la situation que connaît notre pays à l'Est. Il n'est pas possible de travailler sans la paix et la situation et l'agression que connaît la RDC, l'agression de groupes terroristes, je vais bien qualifier cela, pose problème pour aspirer à un travail décent parce qu'elle occasionne les déplacements des populations et elle occasionne la perte d'emploi, mais aussi réduit même l'espoir de population pour se trouver un travail décent. Donc les mondes du travail devraient s'intéresser également à cette situation au même titre, pourquoi pas, que la guerre russo-ukrainienne et que le Covid-19. Pour nous, c'est vraiment un fléau et qui ne permet pas à ce que le travail ou les travailleurs congolais s'épanouissent comme il se doit. Le diocèse d'Idiofa existe depuis 100 ans. Une messe d'action de grâce a été célébrée hier dimanche de Pentecôte. Fridolin Cardinal Ambongo, qui a présidé l'office, a salué les réalisations de l'Évangile depuis ce centenaire. Une célébration eucharistique qui a revêtu toute la solennité voulue. Le cardinal Fridolin Ambongo, qui a effectué personnellement les déplacements vers la cité d'Idiofa, a clôturé les centenaires de l'évangélisation du diocèse portant les mêmes noms par cette messe qu'il a présidée le dimanche 5 juin 2022 dans la mission catholique d'Ipam, ce devant une brochette d'évêques de la province ecclésiastique de Kinshasa. Célébration eucharistique qui a coïncidé en ce jour de la Pentecôte avec l'ordination des 2 prêtres, des abbés et diacres. Le cardinal Fridolin Ambongo a terminé son sermon par une exhortation aux nouveaux prêtres de vivre à cœur joie leur célibat. À l'ensemble du diocèse et d'Idiofa, aujourd'hui, c'est une journée d'action de grâce pour dire merci à Dieu qui n'a pas oublié son peuple, qui a bien voulu que l'évangile parvienne jusqu'à nous. C'est l'occasion de dire merci à tous les missionnaires qui ont œuvré dans ces diocèses depuis 100 ans. 100 ans d'évangélisation, les diocèses d'Idiofa viennent de loin. Moment indiqué pour Monseigneur José Moko d'inviter le prêtre ainsi que tous les fils et filles de cette partie de la République de travailler pour le développement de leur contrée. La Pentecôte est la naissance de l'Église et de la mission. Nous avions clôturé le premier centenaire du diocèse pour entrer dans le deuxième centenaire.
le fait d'avoir réussi à obtenir toutes les attentions possibles sur la mission catholique d'Ipamou, c'est une fierté pour moi, c'est une réussite. Bien avant, Monseigneur José Mokou a, dans son mot des bienvenus, remercié le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le soutien apporté à la population de la mission catholique d'Ipamou quant à l'accès à l'eau et à l'électricité à travers les projets en serre. Et pour terminer, la police veut prêcher par l'exemple en matière de contrôle et des passations de marché. Le personnel féminin de l'inspection de la PNC est à l'école pour renforcer ses capacités. La formation a démarré aujourd'hui. José Baïtouambo, Patrick Achala, reportage. L'inspection générale de la police nationale congolaise aura bientôt un personnel féminin encore plus aguerri et capable de faire un audit et contrôle pour le service sous tutelle de la PNC. Pendant plusieurs jours, ces policières vont devoir apprendre toute la méthodologie de l'audit interne conformément au modèle COSO, un référentiel le plus utilisé dans le monde de passation de marché. Le thème de cet atelier est très important car c'est des concepts fondamentaux font partie de nos 4 mécanismes à savoir le contrôle, l'audit, l'enquête et l'évaluation. Formation rendue possible grâce à J. Consultni. Ainsi, j'ose croire que les notions que vous allez acquérir pendant ces 5 jours de formation seront implémentées dans le rendement professionnel, sera de plus optimal avec une efficacité et une efficience dans l'exercice au quotidien de vos fonctions. Ces participantes ont été appelées à faire preuve de plus d'abnégation tout au long de cette formation pour capitaliser les notions dispensées sur les fonctions d'audit et contrôle interne au sein de la police nationale congolaise. Au nom du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, je déclare ouvert cet atelier. Au terme de cette formation, ces policières seront livrées sur terrain pour contrecarrer et éviter toute fraude et dépassement au sein de la police. Voilà, ce journal est terminé, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Dans quelques minutes, vous allez suivre un spécial briefing presse qui aura lieu dans la salle de la presse RTNC1, ici, dans nos studios. Thème central, la visite du roi des Belges en RDC, enjeux et perspectives de relations belgo-congolaises. Intervenant, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondola, qui sera aux côtés de Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Merci de votre fidélité. Je rappelle la principale information. Vous le savez, les FARDC ont essuyé des pertes au front. 2 militaires sont morts, victimes des obus, des canons tirés par les M23 autour des Bougoussa. C'est en territoire de Rutshuru, au nord Kivu. Restez avec nous. L'actualité